Bonsoir à tous et un grand merci d'être là. Frédéric disait que ça faisait quelques mois qu'on est dessus. Moi, ça fait 8 ans très précisément. J'ai enclenché cette réflexion et cette volonté d'arriver là aujourd'hui, ce soir avec vous. Alors, pour répondre à votre question, entre autres choses, il y a une dizaine d'années, j'ai été contactée par un cycliste qui mettait fin à sa carrière. Il ne savait pas vraiment vers quel métier s'orienter. Il était convaincu complètement qu'il ne savait rien faire d'autre que son sport. Tous les sportifs ou anciens sportifs ont pu ressentir ça à un moment donné. Et donc, pour avancer, il a appelé un centre pour faire un bilan de compétences. Et là, on lui a dit qu'on n'allait pas perdre de temps à faire un bilan, que s'il avait fait du vélo, eh bien, il n'avait pas forcément développé beaucoup de compétences, puisqu'on fait que pédaler, hein. Donc c'était pas la peine de perdre du temps à faire un bilan de compétences et qu'il pourrait peut-être simplement vendre des vélos. C'est une bonne idée, hein. Sous-entendant bien sûr que c'était probablement la seule chose qu'il allait être capable de faire. Alors, il était cycliste et capitaine de route. Alors, je sais qu'ici, à la UTJ, on sait ce que c'est que les cyclistes, mais je vais revenir un petit peu sur les compétences qu'il avait développées dans ce parcours. Alors, le cycliste, il s'entraîne une bonne partie de l'année seul avant de rejoindre son équipe. Et donc, dans ces mois de travail solitaire, c'est quelqu'un qui décide seul et qui planifie sa préparation, ses sorties vélo, la progression qu'il veut avoir sur ses sorties, il définit les objectifs, il les évalue, il fait des bilans réguliers, il recherche les axes d'amélioration pour progresser, il gère sa récupération, il se motive tout seul pour y aller quel que soit le temps, et pour être prêt le jour J quand il devra rejoindre l'équipe. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper autonome. Et puis en tant que capitaine de route, parce que c'est encore une dimension supplémentaire, il était le relais du directeur sportif. Et à ce titre, il participait avec lui à la définition des objectifs de l'année, de la course, répartissait les rôles des uns et des autres au sein de l'équipe. Et pendant la course, tout en pédalant, et des fois les conditions ne sont pas faciles, enfin, on les voit à la télé, ça va, mais ça a l'air de souffler, eh bien, il devait être capable d'analyser ce qui se passe en course, négocier peut-être avec son directeur sportif à l'oreillette là, des changements de tactique, évaluer ce que font ses coéquipiers, les motiver, tout ça toujours en pédalant. Et puis à l'arrivée, il devait distribuer les primes, ou pas d'ailleurs, en fonction de la performance de ses coéquipiers, se justifier sur pourquoi il donnait tant de temps, et parfois même il allait jusqu'à recruter des adversaires dans des équipes qui avaient perdu leur leader et qui donc pouvaient éventuellement contribuer à l'équipe, et donc il leur donnait une mission assortie d'une prime. Alors, dans le monde de l'entreprise, je pense que comme moi, vous voyez là le profil d'un manager, de quelqu'un qui sait motiver, qui sait recruter, qui sait fixer des objectifs, qui sait les évaluer. Voilà, toutes ces choses que l'on recherche dans l'entreprise. Et lui, voyait simplement un cycliste. Il n'imaginait pas un instant que ces compétences qu'il avait développées là avaient du sens dans le monde de l'entreprise. Alors il faut leur pardonner cette lacune-là, à tous ceux qu'on va voir tout à l'heure, parce que dans les 10, 15, 20 ans qu'ils passent dans leur activité professionnelle de sportif, ils sont dans un espèce de tunnel où, à part leur performance et les gens qui les conduisent à créer cette performance, il n'y a rien d'autre. Quand ils ont 3 jours à Noël, c'est des grandes vacances. Le reste du temps, ils sont focus sur la performance et tout ce qui va la créer. Il y a dans cette histoire tous les ingrédients du programme, c'est-à-dire des sportifs qui sont convaincus de ne rien savoir faire d'autre que leur sport, qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, ni à quoi correspondent réellement les métiers qui peuvent les intéresser, qui n'ont pas forcément fait d'études, et là je ne m'étendrai pas sur les raisons, mais il y en a plein, et qui se retrouvent donc à 30, 35 ans à se présenter au monde du travail dans un costume de débutant, qui ne savent pas forcément valoriser leur parcours de sportif et qui ont du mal à faire le lien justement entre le sportif qu'ils ont été et le professionnel de l'entreprise qu'ils seront demain. Et là, je m'adresse aussi aux entreprises qui sont là, elles-mêmes ont le plus grand mal à percevoir toute cette richesse. C'est sympa, un sportif, on imagine bien que c'est dynamique, ça peut savoir gérer le stress, peut-être même travailler en équipe s'il a été dans un sport co.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, à accompagner depuis plusieurs années des sportifs dans cette problématique, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont un mal fou à lui faire une place. Alors, on en a, et notamment ici dans la salle, des entreprises qui les recrutent et qui les forment et qui en redemandent. Mais souvent, on a les mêmes réactions. Daniel, qu'on verra tout à l'heure, qui était en recherche d'emploi après déjà avoir eu une expérience professionnelle, et à qui on dit « mais tu viens du basket, mais pourquoi tu ne veux pas être entraîneur ? Vendez des vélos ». C'est-à-dire que l'entreprise elle-même a beaucoup de mal à imaginer que le sportif peut passer à autre chose. Dans certains cas aussi, l'entreprise a un peu peur de ne pas savoir gérer l'écart qu'elle pressent entre le sportif et les salariés qui sont en place. On veut de la diversité, mais bon, pas forcément trop quand même. Le patron peut la vouloir, mais les équipes en dessous ont parfois pas la même conviction de la nécessité, parce que le profil du sportif étant atypique, c'est pas facile à manager. C'est quelqu'un qui quitte un job où il était expert, ultra confirmé, et là il débarque à 35 ans dans un statut de débutant, où il va devoir tout apprendre, mais en ayant vécu par ailleurs des réussites exceptionnelles qui vont pouvoir impressionner aussi ses futurs coéquipiers. Il a souvent beaucoup d'ambition et il va falloir manager cette situation. C'est pas simple. Et dans l'entreprise, il y a un problème de temps. Facilement, on va dire voilà, on n'a pas le temps. Et puis surtout, il n'a pas le diplôme. Il n'a pas ce diplôme. Et à partir de là, le sujet est clos. Même si on avait eu envie, mais on ne peut pas. Il n'a pas le diplôme. C'est pas qu'il lui-même soit hostile à l'idée de se former, vraiment. Et ils ont des capacités d'apprentissage qu'on sous-estime. Vous n'avez qu'à voir, vous avez peut-être déjà vu les plans de jeu d'une équipe de rugby ou les statistiques dans une équipe de volley qu'il faut assimiler 1 fois, 2 fois par semaine. Il y a des capacités d'apprentissage là-dedans. Et on les voit tous quand ils reprennent des programmes de formation, ils apprennent et vite. Ils ont toujours eu cette capacité d'apprentissage. On ne le voit pas assez. Mais voilà, pour autant, à cet âge-là, reprendre des études, quand on a une famille, quand il faut aller travailler, eh bien, c'est pas forcément évident. Et donc, l'entreprise va finalement préférer recruter quelqu'un qui a le diplôme. Il n'aura pas forcément fait l'épreuve de ses compétences, mais il a toutes les palmes académiques qui lui permettent de rentrer dans les cases. Et pour le sportif, on n'a pas les cases. Et pourtant, j'ai inventé un mot, mais pour moi, le sportif, c'est un performateur. C'est quelqu'un qui a la performance dans ses gènes. Pendant 20 ans, tous les matins, il s'est levé pour la créer et la reproduire. Et vous le mettez en situation dans l'entreprise de performer, il performera. Ça veut dire l'accompagner, le former, mais il saura. Cette performance-là, comment il l'a obtenue ? Eh bien, c'est justement par le développement, la mobilisation de ce qu'on appelle les soft skills, là, toutes ces compétences transférables qu'on cherche à développer. C'est plus par ça que par leur qualité physique. Quand on voit Teddy Riner, on voit un colosse, mais il y arrive à ce niveau-là pour bien d'autres choses, parce qu'il y en a d'autres des colosses. Un Tony Parker ou un Roger Federer, ils ne sont pas les champions qu'ils sont uniquement pour leur qualité physique. Or, en France, le sport est souvent vu uniquement sous cet angle du physique. Pour beaucoup, le sport, c'est faire de la culture physique. L'autre soir, je faisais une intervention sur ces questions-là, et il y avait un journaliste à la retraite qui, pendant 40 ans, avait produit du commentaire sur le sport, et qui est venu me voir en me disant « mais c'est drôlement intéressant ce que tu dis, j'avais jamais imaginé qu'il y avait tout ça, toutes ces capacités chez un sportif ». Alors oui, mesurer la VO2, le nombre de buts, le nombre de passes, le nombre de points, la vitesse au 100 mètres, ça il savait. Mais toutes ces dimensions de compétences et de capacités, il n'avait jamais vu. Et moi aussi, ça m'a fait peur. Et l'objectif donc du programme, il est là, faire prendre conscience à chacun, aux sportifs et à l'entreprise de cette richesse, de ce potentiel qui ne demande donc qu'à se transformer. Alors avec Claire et Sandrine, qui sont les deux coachs qui m'ont accompagnée dans le programme, on amène le sportif, ah ben elles sont là, super,
On amène le sportif, le premier temps, c'est un temps où on lui fait prendre conscience de ses compétences qu'il a développées dans le sport. Où, quand, comment, avec quelle fréquence, quelle intensité. Et là, on l'a vu dans nos accompagnements, il y a déjà une prise de conscience. Ensuite, le temps 2 de la démarche, c'est de raccrocher cette expérience à des concepts, à des théories, à des principes qui vont élargir, éclairer leur compréhension de leur pratique. Tous, ils nous l'ont dit cet après-midi, qu'ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues uniquement par l'expérience. Il pouvait être par exemple un leader naturel, mais savoir ce que c'est le leadership, les théories du management, tout d'un coup, ça fait prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Et puis le troisième temps de la démarche, c'est un temps où on les invite à aller dans l'entreprise pour aller voir quelle forme prend dans l'entreprise cette compétence. Être leader de vestiaire, c'est pas exactement la même chose qu'être manager dans une entreprise. Les codes, les outils, les moyens qu'on met en œuvre sont pas les mêmes. Donc il est important qu'ils s'imprègnent de cette réalité pour se préparer au transfert et au nouveau contexte auquel ils devront adapter leurs compétences. Alors on en est là. Cet après-midi, on a eu 6 candidats qui sont venus nous essayer de nous convaincre qu'ils avaient toutes ces compétences, pour ensuite pouvoir aller vers le monde de l'entreprise et vous convaincre également. Donc avec le jury, on a essayé d'évaluer s'ils étaient effectivement capables de réinvestir ces compétences dans le monde de l'entreprise. Et je remercie les membres du jury qui les ont écoutés attentivement. On va vous présenter maintenant notre jury. Alors l'équipe de compétences, oui, c'était juste pour dire que quand elle est pleine de compétences aussi. L'équipe de pilotage, on a le soutien de 2 sportives, Frédéric Quentin et puis Yannick Souvray, qui ont aussi le regard de l'entreprise. Donc on évalue les candidatures que l'on reçoit, on voit si c'est le bon moment pour ces candidats de rentrer dans le programme. Et puis c'est toute cette équipe-là qui fait que ce projet continue à se développer. On peut parler du jury également maintenant, après un travail acharné cet après-midi, parce que pour récompenser ces sportifs, Frédéric, il a fallu que le jury s'investisse, et il est là ce soir. Un jury de haut niveau, présidé par Géry Zeman.